Je me souviens d'un patron un jour dans un club APM qui m'avait dit la génération Y, c'est simple, elle vote avec ses pieds. Alors je l'ai regardé, je lui ai demandé en quoi elle votait avec ses pieds. Oui, oui, il me dit en fait, dans le processus désirant dont parlait Roland, quand ces jeunes ne souhaitent plus rester dans l'organisation, ça me pose problème parce qu'ils ne me disent pas pourquoi ils ne restent pas. Ils ne me donnent pas les raisons pour lesquelles ils décident de partir. Et il ajoutait, c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est souvent vrai aussi dans leurs réseaux amicaux, dans la structuration de leur famille. Alors, pour te répondre, Stéphane, et puis pour nourrir aussi la discussion, il y a un nouveau cadre pour les responsables de gestion des ressources humaines ou les dirigeants d'entreprise par rapport aussi à cette génération Y. Premier élément, les cadres supérieurs éligibles à la retraite d'ici 5 ans, on peut les mesurer autour de 25-30%, donc un élément démographique. Deuxième élément du processus désirant, un désir de monde. C'est un bassin d'emploi qui se raréfie dans la génération Y, mais qui nourrit aussi un espoir planétaire, d'appartenance planétaire, avec un désir de mobilité géographique, qui sera plus ou moins facile à satisfaire. Troisième élément, on n'en a pas parlé, c'est la montée en puissance des familles monoparentales, qui, ça a des répercussions très claires sur l'organisation du travail, sur la stratégie des firmes, avec une recherche, je crois, Benjamin, que tu seras en accord avec ça, il me semble plus forte d'équilibre entre ce qu'on entend par vie personnelle et ce que l'on va entendre par vie professionnelle, la gestion des temps de travail. Un autre élément important aussi, la gestion des doubles carrières. Pour te répondre concrètement sur le recrutement, la gestion de carrière, la formation, voilà un enjeu de la génération Y avec, nous sommes nombreux dans la salle ici à enseigner, un phénomène d'endogamie. Un phénomène qui fait qu'on se marie entre soi et que du coup on va nourrir des ambitions des deux côtés des conjoints. Et ça, c'est une contrainte nouvelle. L'endogamie est un phénomène intéressant à observer. Du côté des DRH, là aussi, tu vas avoir des entreprises qui vont choisir de gérer et aménager les doubles carrières et d'autres qui vont faire d'autres choix qui peuvent être en désaccord éventuellement avec le processus désirant dont parlait Roland. Un autre élément du cadrage sur l'énergie qu'on investit au travail. Il me semble que la génération Y, si on devait généraliser, accepte des gros coups de collier et des journées off. C'est-à-dire de s'investir très fort sur des projets et puis ensuite peut-être de demander à l'employeur d'avoir le temps de récupération. Et ça, concrètement, ça pose problème. Ça peut renvoyer à heurter d'autres conceptions du temps et de l'effort. Un autre élément que j'observe, et en écoutant aussi les patrons de l'APM, c'est peut-être un point positif, c'est que cette génération Y, mais là je vais me tourner aussi tout à l'heure vers nos deux experts, ils acceptent peut-être plus facilement que les autres d'être managés par des plus jeunes. Donc ça aussi, c'est une question. Et j'ajoute, Benjamin, il me le souffle, il a raison, la volonté des femmes, bien évidemment. La volonté des femmes d'accéder à des comités de direction, comment l'entreprise l'organise. Quand j'étais aux États-Unis, dans une de nos filiales, j'étais très frappé de clubs de femmes qui partageaient ensemble autour de leurs projets professionnels, qui voulaient renforcer un sentiment de sécurité au travail et de confiance. Et un des clubs m'avait surpris puisqu'ils avaient nommé en fait un homme à la tête de ce club volontairement pour aller justement au-delà d'un débat stérile autour du genre et puis pour voir une dynamique de reconnaissance au travail autour notamment de l'orientation sexuelle et d'autres dimensions. Alors une autre caractéristique aussi de ce cadrage, c'est la communication à distance. Comment on crée la confiance quand on ne se voit pas forcément et quand on communique à distance de plus en plus fréquemment. Et ça, je crois que c'est un défi pour nous, des RH, au travail, c'est comment on aménage la confiance du processus désirant dont a parlé Roland, quand on ne se voit pas ou quand on fait le choix aussi de travailler à des milliers de kilomètres de distance. Alors, pour être un tout petit peu plus clair encore, je voudrais prendre l'exemple du recrutement et faire un pont peut-être entre ce désir de reconnaissance dont parlait Roland, toujours à satisfaire, insatisfait foncièrement, et puis la génération Y dont Benjamin a fait le portrait. En me tournant vers les patrons de l'APM, j'ai vu d'une certaine manière un mort sur le champ de bataille, c'est le fameux entretien de face à face. La génération Y, telle que j'ai pu le constater, attend d'autres choses. Et alors quand on regarde le panorama des entreprises, on voit fleurir autour, par exemple, de la notion de jeu, le plaisir de jouer.
qui est peut-être une des dimensions aussi de cette génération, le plaisir de jouer. On joue dès le plus jeune âge, on acquiert des compétences autour du jeu, on se met en réseau. Le plaisir de jouer fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent sur ce qu'on appelle des jeux sérieux, comme je dirais, possibilité de recruter. Donc c'est la fin de l'entretien de face à face, ou en tout cas de moins en moins d'entretien de face à face, mais des jeux sérieux, une présence de plus en plus importante, une tentative des entreprises d'être sur les campus, parce qu'il est clair qu'on parle là d'une génération diplômée, qualifiée dans les pays riches, et on ne brosse pas le portrait de l'ensemble des jeunes à l'échelle de la planète. Je crois qu'il faut aussi le préciser, c'est très important. Une présence sur les campus. Un besoin aussi ressenti chez cette génération d'être évalué selon d'autres critères que des critères cognitifs d'apprentissage. On va les mettre en centre d'évaluation, on va leur faire jouer des rôles, ils vont se mettre en situation d'une certaine manière de prendre des postures et ils vont accepter de pouvoir d'une certaine manière interpréter différents rôles et être jugés autour de cette interprétation. Alors moi il me semble que si on prend rapidement l'exemple du recrutement, un élément important, c'est la phase de l'intégration après. Et une des difficultés, Stéphane, pour les DRH, c'est un déphasage trop fort entre ce que l'on promet et puis d'une certaine manière ce que l'on vit les premiers mois. Donc ça, voilà un enjeu important aussi pour les DRH. Le maître mot, là, pour cette génération Y, ça serait peut-être notamment « équipez-moi ». Dès le premier jour, donnez-moi un ordinateur qui fonctionne en réseau avec une adresse email et une possibilité, d'une certaine manière, de vivre ce que vous m'avez promis. Équipez-moi. Et puis, une deuxième chose aussi, Roland a parlé de l'identité, c'est un thème qui m'est cher. Je crois que l'identité, il y a une attente qu'elle soit multidimensionnelle chez ces jeunes de la génération Y. Quand on regarde le nombre de jeunes qui expriment leur identité professionnelle sur les sites de réseaux sociaux, ils sont présents sur différentes scènes. Eh bien, il me semble que du côté des attentes vis-à-vis des entreprises, ils attendent que les DRH les connaissent également dans leur passion, dans les moments un petit peu, je dirais, où ils sont en réseaux sociaux, avec des amis. Donc connaissez-moi, équipez-moi, connaissez-moi dans plusieurs facettes de mon identité professionnelle et humaine. D'une certaine manière, on pourrait dire multidimensionnelle. Alors, un autre constat que je fais, c'est qu'au niveau de la gestion de carrière, il y a une évolution. Premier modèle, un modèle de l'emploi à vie. Vous rentrez dans une organisation pour y faire carrière sur le très long terme et vous avez la promesse que l'institution vous sécurise. D'une certaine manière, elle vous offre une sécurité de destin professionnel. On peut penser que ce modèle a beaucoup de difficultés à exister encore. Mais on fait la promesse d'une mobilité dans la firme. Deuxième modèle, et là je me tournerai tout à l'heure vers Benjamin et vers Roland. Le deuxième modèle, on vend volontairement sa force de travail sur un marché et on va accepter de faire une carrière chez un grand nombre d'employeurs. Alors là, on va être dans une logique de réputation professionnelle très forte. C'est ce qu'un de mes collègues appelle le modèle marchand, le modèle du contrat, avec une quête d'employabilité perpétuelle. Et puis troisième modèle, peut-être un modèle de gestion de carrière de la génération Y, c'est ce que certains appellent un modèle de professionnel de la carrière à plusieurs. C'est-à-dire que le coach, l'ancien professeur, les alumni, les élèves qui ont fait, je dirais, des études avec vous, vont vous aider à co-construire votre projet professionnel et vont rester en contact avec vous sur le très long terme. Et donc là, on est dans un modèle qui est peut-être celui des itinérants. Alors j'ai un de mes collègues, Maurice Thévenet à l'ESSEC, qui parle du modèle des divas, et je voudrais simplement en donner quelques traits. Et première chose, la diva, elle se remet en cause à chaque représentation. Donc cette génération Y au travail, elle attend qu'on la juge sur ses qualités intrinsèques, sur sa performance, mais également sur sa réputation sociale. Deuxième élément, les sources de satisfaction, et je me tourne là vers Roland, sont intimement personnelles. Et on attend de l'organisation qu'elle protège ce ressort de l'intime. Mais on peut s'exprimer, s'exposer, exposer son intimité à un autrui absent. On le fait sur le net. Et là, je me tournerai tout à l'heure vers Benjamin. Quelle est la frontière de l'intime? Quelle est la frontière du public? Troisième dimension de ces divas, elles se jugent responsables des succès et un petit peu moins des échecs. Et donc, évidemment, là, ça pose la question de la transmission entre les générations. Quatrième dimension, une forte mobilité géographique. On fait sa carrière en existant sur des scènes différentes à travers le monde.
Cinquième dimension, elle considère les valeurs même de l'institution, la fameuse culture d'entreprise, moins importantes que les valeurs d'une vocation. Et ça, je crois que ça rejoint ce qu'ont exprimé Benjamin et Roland sur cette dynamique de la reconnaissance au travail et sur ce besoin de donner les signes. Tout à l'heure, Roland insistait sur donner les signes à quelqu'un qu'il compte à nos yeux et qu'on va pouvoir, avec lui, à un moment donné, construire un bout de chemin. Voilà. Donc je voulais prendre un dernier élément aussi, Stéphane, quand même. Maurice Thévenet ajoute, et les divas sont excentriques. C'est-à-dire que cette génération Y, donnons-lui le droit à un moment donné d'être créative à la marge, d'aller chercher, en dehors des frontières physiques de l'entreprise, des lieux de créativité. Alors ça me rappelle plein d'anecdotes que j'ai pu vivre en tant que DRH, notamment dans le monde des cosmétiques, mais je vais m'arrêter là. Où est-ce qu'on va chercher l'innovation? À la marge. Qu'est-ce qui fait la solitude de l'acteur innovant? Il est seul. Comment il se ressource? Et là, je vais me tourner vers mes camarades. Donc les divas excentriques, oui, mais il faut les ressourcer. Il faut leur donner le droit aussi d'aller chercher dans les autres entreprises éventuellement des solutions innovantes. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai essayé de te répondre.